Merci de nous rejoindre pour cette page d'information. Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Le lait cru, provisoirement interdit à la consommation et à la commercialisation. Trop dangereux en ce moment à cause de cas signalés de fièvre de la vallée du Rift chez les ruminants. Nous verrons comment font les producteurs de lait. Nous parlerons également de la sécurisation du réseau électrique d'EDM. Son directeur, Fadi Adjar, notre invité ce soir, nous dira pourquoi cette opération est importante pour les installations en cours et à venir. Après cette édition, le All-Star Game, rendez-vous incontournable des fans de basket, va-t-il disparaître? Oui, disent les organisateurs, fatigués de la vétusté du gymnase de Cavani qui les reçoit pour l'événement. Aurélien Février sera avec nous tout à l'heure pour la page sport. Nous vous l'annoncions dès la sortie de l'arrêté préfectoral la semaine dernière. Il est désormais interdit de commercialiser du lait cru et ce pendant 3 mois à cause de l'apparition et du signalement de cas de fièvre de la vallée du Rift sur les bêtes comme chez les hommes. Alors comment faire pour minimiser les risques? Élément de réponse avec Hakim Ali Saïd et Atoumani Simba. Porter à ébullition le lait de vache jusqu'à 80 degrés pour détruire le maximum d'agents pathogènes. Avec tout simplement 2 casseroles, un bain-marie, donc de l'eau dans la casserole du dessous, et on fait chauffer. Il faut après laisser refroidir jusqu'à température ambiante avant de l'ensemencer des ferments pour obtenir du lait caillé. Un aliment très prisé à Mayotte, notamment à l'occasion des fêtes populaires. L'interdiction préfectorale de consommer du lait n'ayant pas subi de traitement thermique n'est pas scrupuleusement respectée ici. On a trouvé du virus dans du lait de vache infecté. Donc en chauffant le lait et en l'acidifiant ensuite avec des ferments, c'est 2 mesures qui vont contribuer à détruire le virus s'il est présent. Donc c'est vraiment 2 précautions qui vont s'ajouter l'une à l'autre pour être sûr et certain que le consommateur ne prenne pas de risque. C'est vraiment des précautions. En 4 mois, la fièvre de la vallée du Rift a été diagnostiquée sur des dizaines de bovins, ovins et caprins, mais également sur une centaine d'hommes et de femmes. La maladie est transmise par les moustiques et lors d'abattage d'animaux malades. Les symptômes, c'est quoi? Donc, c'est les avortements. Donc, si vous voyez une vache qui était pleine et d'un seul coup, le voyez sauter par terre en quoi qui n'était pas à terme, donc là, vous appelez les vétérinaires. Et là, il va faire des analyses et après, on saura si vous avez cette maladie ou pas. Tout ça, ça sera pris en charge, donc c'est gratuit, vous ne payez pas. Et enfin, ça vous permettra, le jour où l'indemnisation va avoir lieu, il ne faudra pas que quelqu'un vienne ici en disant que oui, moi j'avais cette maladie de mon exploitation, je n'ai pas été indemnisé. Les seules preuves seront donc les documents du vétérinaire. Depuis le début de la saison des pluies, la fièvre de la vallée du Rift est en constante progression ici. Selon toute vraisemblance, elle a été importée du Kenya dans des mouvements de bétail qui ont transité par la Tanzanie et l'Union des Comores, du bétail arrivé à Mayotte de façon clandestine par Kwassa Kwassa. L'image a fait le tour des réseaux sociaux dès samedi et dans un premier temps, beaucoup ont cru à un montage photo tant cela paraissait impossible. Et pourtant, une conductrice avec sa voiture s'est bien retrouvée dans une position délicate sur la rampe de la barge alors en déplacement. Mais comment en est-on arrivé là? Que s'est-il passé sur le quai Issouf Ali samedi en Petite Terre? Élément de réponse avec Yasmine Jaffar. Surréaliste, le mot qui vient à l'esprit en découvrant ces images. On pourrait croire à une vidéo montée de toutes pièces, mais la scène a bien eu lieu. Samedi, 11h30, quai Issouf Ali. Une femme et ses 4 enfants se présentent pour embarquer dans la barge. Un agent du service de transport maritime lui aurait demandé de débarquer les passagers par mesure de sécurité. La maman aurait exprimé une inquiétude quant à la surveillance de ses enfants mineurs. L'agent se propose alors de les surveiller. Finalement, il tolère que 3 des enfants restent dans le véhicule. L'aîné de 14 ans serait descendu. La maman embarque et aurait constaté que sa fille est restée sans surveillance. Elle serait alors descendue du véhicule pour retourner chercher son enfant. Une attitude qui aurait été considérée comme un affront par les agents du STM. La raison pour laquelle la conductrice aurait été contrainte de débarquer. Restée sur le quai, la passagère se serait vue refuser l'accès à bord du navire suivant. Du moins,
pas avant de présenter des excuses. La tension serait montée d'un cran entre la conductrice et l'équipage. Les gendarmes sont appelés à intervenir. Leur venue n'y changera rien, visiblement. Selon nos informations, les commandants se seraient passé le mot « aucune barge ne doit accepter la conductrice ». La troisième barge accoste. Des places sont disponibles, mais pas pour la mère de famille, jugée violente par ses propos et son comportement. Selon les témoins, elle décide d'embarquer au moment même où le commandant effectue une marche arrière. Le mal est fait. La voiture se retrouve dans une position instable sur la rampe, ce qui donne naissance à cette scène aussi dangereuse qu'incroyable. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. La conductrice, tout comme le service de transport maritime, sont pris à partie. La femme a pris un risque pour sa vie et celle de ses enfants pour les uns. Pour d'autres, le STM est mal géré. Les commandants tiendraient compte du règlement en fonction du passager. Toutefois, cette scène qui aurait pu tourner au drame laisse place à des interrogations. À qui la faute? L'enquête le déterminera. La femme a porté plainte contre le STM pour abus d'autorité et mise en danger de la vie d'autrui. Que dit le règlement intérieur du STM? Impossible de le savoir. Le directeur que nous avons contacté par téléphone s'est montré aussi contrarié que désagréable. Jean-François Urbain n'a pas souhaité nous faire parvenir le texte. Quant aux élus du conseil départemental, propriétaire de l'institution, c'est silence radio. Et voilà pour cette histoire incroyable. Dans l'actualité également, la sécurisation du réseau électrique du département, l'une des priorités d'électricité de Mayotte. C'est en tout cas la communication faite ce matin par ses responsables. Objectif, limiter panne, coupure et rétrocession. Aliette Bonaïssa, Zora Abdoukafi. Mayotte reste le département français ayant la plus forte croissance démographique. Le taux de croissance de la consommation d'électricité suit cette tendance. C'est ainsi qu'EDM a entrepris d'importants projets impliquant des investissements importants également pour éviter les coupures répétitives et donc sécuriser le réseau. Des investissements pour les 5 prochaines années, nonobstant divers incidents auxquels EDM doit faire face. On a des incidents liés à la végétation et au climat. D'accord. La végétation, c'est les arbres, c'est les branches qui touchent nos réseaux. Les climats, c'est les forts orages, d'accord, sur nos lignes aériennes. Ensuite, on a quelques incidents sur les défaillances de matériel. Et puis quelques incidents qui sont liés notamment aux agressions d'ouvrages qui sont faites par les tiers. Donc on parle des agressions par rapport aux pelles mécaniques lorsque les gens interviennent sur la voirie. Donc on en a quelques-unes par rapport à ça. C'est pourquoi l'enfouissement des lignes est nécessaire, soit 80% du réseau. Fiabiliser ce réseau par la réparation des lignes vétustes, des difficultés et non des moindres se greffent autour de ces priorités. La première, c'est de localiser les défauts. Voilà, donc on a une vraie difficulté à localiser rapidement les défauts. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup sur le réseau et sur l'automatisation du réseau. La deuxième, c'est de sensibiliser tous ces partenaires qui travaillent sur la voirie, qui nous agressent les ouvrages, d'accord, de manière volontaire, sur lesquels effectivement on est obligé d'intervenir. Les travaux de sécurisation du réseau débutés en 2009 doivent permettre de stabiliser tout le système électrique de l'île. 31 millions d'euros sur les lignes dites HTB, 10 millions pour 2019 sur les réseaux dits HTA et sur la basse tension. Il y a aussi la mise en conformité du réseau en lien direct avec les problèmes de rétrocession. Selon EDM, les pompiers interviennent sur 3 incendies par semaine liés à des installations électriques non conformes aux dispositions en vigueur. Et je vous le disais en titre avec nous sur ce plateau, le directeur d'EDM, Fadi Ajar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous tout d'abord. Alors, avant de parler sécurisation, pourquoi a-t-on autant de coupures, de pannes sur le système électrique mahorais pour commencer? Et est-ce que justement les travaux entamés vont permettre qu'il n'y ait plus ces coupures à répétition? Alors, tout d'abord, le réseau mahorais est un réseau qui est dans une zone non interconnectée, c'est-à-dire que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces et sur les forces de nos personnels, hein, dont je salue l'action, puisque à chaque fois qu'il y a une coupure, ils sont là pour intervenir. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, nous avons beaucoup amélioré la situation par rapport aux années précédentes. Nous étions en 2014 sur un niveau de coupure qu'on pouvait estimer autour de 1870 minutes par client et par an.
Et depuis 2016, nous sommes maintenant autour de 500 minutes. Alors, tout à l'heure, nous avons divisé par 3 le nombre de le temps de coupure par client dû à tous ces désagréments. Alors les gens Voilà. continuent justement à se plaindre à chaque fois qu'il y a une coupure. Tout à l'heure, quand vous disiez qu'on n'était pas dans un réseau interconnecté, c'est-à-dire que le fait qu'on soit une île, pour mieux expliquer, le fait qu'on soit une île nous pénalise en fait quelque part. Vous disiez ailleurs, par exemple, comme il y a un réseau interconnecté, on peut piocher l'électricité. Toutes les îles sont dans le même bateau, on va dire. Toutes les îles ont des difficultés parce que elles ne peuvent compter que sur leur propre force. Donc nous avons effectivement un réseau qui est un peu plus faible qu'en métropole, par exemple. Et du coup, nous sommes obligés de compter sur nos propres forces, comme je le disais. Et du coup, mais là, nous mettons vraiment tous nos moyens aujourd'hui pour aller dans le sens de la diminution des temps de coupure. Nous sommes fixés un objectif de 400 minutes en 2019, ce qui n'est pas facile parce que gagner 100 minutes sur 500, c'est quand même un gros investissement que nous demandons à la fois à nos personnels, c'est-à-dire dans la rapidité de leurs interventions sur le site, dans la mobilisation des moyens, par exemple du genre les groupes électrogènes pour éviter que les gens ne soient coupés trop longtemps, et puis surtout dans le repérage des difficultés. C'est-à-dire quand il y a un défaut quelque part, il faut le repérer vite pour pouvoir agir vite, justement. Alors, pourquoi pas utiliser l'électricité solaire, puisque le soleil, on en a toute l'année. Là, on pourrait l'utiliser pour être moins dépendant, justement, de l'électricité, non? Alors, la transition énergétique, c'est vraiment une des autres priorités d'EDM. Nous voulons vraiment, aujourd'hui, accompagner le territoire pour aller dans le sens de la transition énergétique, donc du développement des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, sur Mayotte, effectivement, l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque, c'est vraiment la première énergie vraiment disponible, puisque les autres énergies, comme l'éolien ou la biomasse, ne sont pas encore là. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une énergie aléatoire. C'est-à-dire qu'elle intervient dans la journée, là où le soleil est là. Donc on peut maintenant, et nous sommes aujourd'hui en train d'étudier des systèmes à la fois pour la stocker et pouvoir la restituer au moment où nous en avons le plus besoin. Ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Donc ça, c'est un projet que nous avons avec des unités de stockage d'énergie. Il y a actuellement un projet avec la Commission de la régulation d'énergie qui prévoit cela. Donc nous allons vraiment aller dans cette direction-là. Et aussi le développement, bien sûr, de tout le photovoltaïque, puisque dans les investissements que nous faisons, et les investissements comme la ligne Longoni-Sada, par exemple, va nous permettre d'augmenter la part des énergies renouvelables qui sont sur le réseau. Alors, EDM, c'est 43 500 clients officiels à peu près. Mais les clients officieux, est-ce que vous savez combien ils sont et surtout combien ça vous coûte? Alors, ça nous coûte à tous, coup, pour le coup. Alors, les clients officieux, le dernier sondage de l'INSEE, le dernier recensement, a mis en évidence l'équivalent d'à peu près 60 000 familles à Mayotte. Et nous avons, enfin un peu plus de 64 000, je crois. Et nous avons aujourd'hui 44 000, un peu moins de 44 000 abonnements. Donc, nous avons entre 20 et 22 000 familles qui, de toute évidence, bénéficient de l'électricité, mais ne sont pas raccordées à notre réseau de manière légale. Et ça, c'est dangereux. C'est la raison de la sécurisation. C'est la raison de la sécurisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous disons, notre priorité, c'est la sécurité de nos clients, c'est la sécurité de nos agents. Et là-dessus, nous ne pouvons pas tergiverser. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Vous avez cité tout à l'heure un chiffre de 3 départs de feu qui étaient annoncés par les pompiers. Les pompiers nous alertent régulièrement. Il y a effectivement ces départs de feu qui sont dus au manque de sécurité. Et c'est une situation que nous avons, qui s'est faite au fur et à mesure dans les années, à la fois par un non-respect des règles d'urbanisme, parce que les gens englobent dans leur habitation les poteaux électriques, par exemple, et puis aussi par la rétrocession, en allant, donc du coup, en ajoutant des maisons qui ne sont pas sécurisées, dont on n'a pas le consuel, et qui viennent se rajouter à d'autres problèmes. Voilà. Merci beaucoup, Fedi Adjar, d'être venu sur ce plateau, vous exprimer sur la question. Merci beaucoup.
Place maintenant à la page sport avec Aurélien Février, tout beau, tout neuf, tout bien coiffé. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, alors, comme ça, c'est le clap de fin, malheureusement, je le disais, du All-Star Game, spectacle de basket, de dunk et autres figures acrobatiques à Cavani. On avait l'habitude d'y aller voir chaque année. Oui, génial. En tout cas, c'est la question qui se pose à l'heure actuelle, notamment du côté des organisateurs. Le BCM, l'état du gymnase de Cavani est pointé du doigt, malgré tout, comme depuis la première édition il y a 7 ans. Eh bien, le public, tout comme le spectacle, était encore une fois au rendez-vous ce samedi à Cavani. On voit ça sur des images de Géraldine Louis. Ça restera l'image de cette édition 2019. Guy Dupuis vient de dunker au-dessus d'une voiture, déclenchant l'hystérie collective dans un gymnase chauffé à blanc, conscient du privilège qui lui est offert de profiter du meilleur dunker du monde pour la 2e année consécutive. Déjà, ça fait longtemps que je fais beaucoup plus de tournées. J'ai commencé mon business et tourner avec la NBA Legends, j'ai pas trop dunké. La dernière fois que j'étais par une voiture, ça fait 1 an. Ça fait un plaisir de le refaire aujourd'hui et en direct à Mayotte. On est des chanceux là ? Très chanceux, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir ça là. Vous l'avez compris, le spectacle était au rendez-vous tout au long de la soirée, notamment pendant la rencontre opposant la sélection de Mayotte à celle de Mayotte All-Star. Ce sont les hommes de Faïs Subra qui s'imposent, Kemal de Rapide Éclair repartant avec le titre de MVP. La Marca du TCO de son côté remporte le concours à 3 points pendant que l'Achat de Vautour est élu meilleur meneur. La fête était totale à Cavani pour l'événement numéro 1 du sport mahorais, même si son avenir s'écrit désormais en pointillé. Moi personnellement, je commence à me poser beaucoup de questions et à me demander si aujourd'hui c'était pas la dernière édition. Parce que dans ces conditions-là, on ne pourra pas faire ça éternellement. Il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait un vrai gymnase. Pour moi, le gymnase devrait être le truc le plus simple à avoir pour faire un All-Star Game. Et on se rend compte qu'on arrive à réunir des partenaires, à réunir des équipes, à réunir du public. Et le gymnase est le truc le plus compliqué. C'est juste pas normal. Et on est fatigué de ça. Surtout que les solutions de repli semblent ne pas exister. Le gymnase est comme ça depuis 5 ans. Celui de la Bataille ne fonctionne pas. Celui de Pomandzi, il n'est pas complet. Et en plus, maintenant, la lumière ne fonctionne pas. Donc c'est trop compliqué. Il faut arrêter maintenant avec ça. Pourtant, encore cette année, le All-Star Game organisé par le BCM s'est déroulé à guichet fermé. Quel dommage. On va parler foot maintenant avec la 2e journée de R1, Aurélien. Oui, et 2 déceptions sur le match qu'on a suivi entre Kawéni et les Diables Noirs de Combani. La première, eh bien, vous le voyez, c'est l'arrêt de la rencontre entre les 2 équipes, faute de lumière. Alors, ce n'est pas de souci de DM, plus au niveau des projecteurs. Il y avait 0-0 au moment de la rencontre. Et puis la deuxième, on va le découvrir ensemble en images. C'est sur cette action, la grave blessure du meilleur buteur du championnat, Marius. Il s'est fracturé la clavicule sur cette action. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité, mais à coup sûr, c'est un coup dur pour les Diables Noirs. Alors au classement, FCM et Changa sont leaders avec 6 points. Anteo de Poroani complète le podium. Et au bas du classement, on retrouve Kungu et l'UCS Sada, Aurélien. Et mardi, la sélection de Mayotte aura droit à un match de gala. Oui, génial, puisqu'elle va affronter le FC Moufia dans le cadre toujours de sa préparation pour les Jeux des Îles qui arrivent en juillet prochain à Maurice. La rencontre se déroulera à Dembéni à partir de 19h, donc demain soir. On rappelle que le FC Moufia est à Mayotte depuis vendredi en préparation, lui de son côté, avant le début de sa saison du côté de la Réunion. Alors, à partir d'aujourd'hui et tout au long de la semaine, nous irons à la rencontre de jeunes femmes, de femmes, à l'occasion de la journée de la femme, vendredi 8 mars. Et pour commencer ce soir, nous allons à la rencontre de qui ? Eh bien nous, on a choisi de partir à la rencontre de Bibi Sarah Boura. Vous la connaissez forcément puisqu'elle a été élue sportive de l'année en février dernier. C'était sur nos antennes. On se rappelle de cette anecdote géniale. Son entraîneur a arrêté de compter le nombre de ses buts dès qu'elle a franchi la barre des 50 la saison dernière. On découvre, nous, son portrait sur des images de Géraldine Louis. Le grand public l'a découvert lors de la soirée du sportif de l'année. Bibi Sarah Boura, plus connue sous le surnom de Mathilda, est élue sportive de l'année 2018. Après son triplé en Supercoupe face à l'Abattoir en février dernier, Mathilda et Bandrélé débutaient leur championnat ce dimanche à Dzoumonier face à Foudre 2000. Et quand on écoute son entraîneur parler d'elle, on comprend mieux pourquoi la jeune fille a été titrée sportive de l'année. Elle a des capacités athlétiques
très développée, en tout cas parmi les différentes joueuses de Mayotte. Elle a un niveau technique et athlétique qui est quand même très très élevé. Elle a aussi la chance d'avoir derrière elle des filles d'une certaine qualité qui arrivent à lui adresser la bonne passe. Et après, je pense que son amour pour le foot, sa détermination font le reste. Bandrélé est promu cette saison en Régional 1, mais a le potentiel d'un candidat au titre en s'appuyant notamment sur sa numéro 10. C'est elle d'ailleurs qui va ouvrir le score en première période. Finalement, Bandrélé s'impose 5-0. Mathilda, elle, veut profiter de cette saison pour continuer à croire en ses rêves. D'être parmi celles qui sont en équipe de France. Tu aimerais bien intégrer la sélection de l'équipe de France? Oui. Est-ce que tu penses que tu as le potentiel pour l'instant là? Oui, je pense. Elle est sûrement dans l'année la plus importante de sa vie puisqu'elle passe le bac en fin d'année, ce qui pourrait lui ouvrir les portes de la métropole et des clubs professionnels. Et sachez que Mathilda est aussi performante avec un ballon de handball entre les mains et toujours forcément avec le maillot de Bandrélé sur les épaules. Alors, une discipline maintenant dont on parle très rarement chez nous, c'est le patinage. Et si on en parle ce soir, ce n'est évidemment pas par hasard. Oui, puisqu'on a une Mahoraise dans la discipline. Forcément, elle évolue en métropole, mais elle est de retour en ce moment sur le territoire. Elle s'appelle Nadjima Mahamoud et elle est de Msapéré. Et elle est donc arrivée à Mayotte ce week-end, notamment pour fêter son anniversaire en famille. L'occasion également de recharger les batteries avant d'enchaîner les galas et surtout de préparer la nouvelle saison qui démarrera pour elle en juillet prochain. Alors on finit cette page sport par quelques brèves. Oui, avec de l'athlétisme génial pour débuter au championnat d'Europe en salle à Glasgow. C'était ce week-end. Les Mahoraises Nasran Bakar et Janine Hassani Issouf se sont malheureusement arrêtées au stade des qualifications. Du côté du rugby, pas de victoire, mais du mieux pour les U16 et U18 de Mayotte cette année au tournoi Arrois à Madagascar. Et puis enfin, ça y est, ils sont partis. Les karatékas de Mayotte se sont envolés pour New York hier soir pour y disputer l'Open international de karaté. Merci beaucoup Aurélien pour cette page sport et c'est avec vous que nous refermons ce journal avant de nous quitter. On vous rappelle l'interdiction de vente et de consommation de lait caillé n'ayant pas été chauffé au préalable pour des raisons de santé publique et à cause de cas signalés de fièvre de la vallée du Rift dans le département chez une dizaine de ruminants. Et chez les hommes, la préfecture a émis un arrêté pour empêcher la consommation de lait cru pendant 3 mois. Reste à savoir si les consommateurs suivront ces restrictions tant le produit est apprécié chez nous. Merci de votre attention. Yasmine Jaffar dans un instant pour le journal en Moiré. Très belle soirée à vous et à demain 13h.